Donc on continue comme je vous l'ai dit avec la vidéo du Binge Doctor, comment les remakes ont envahi nos écrans, taux de remake et de reboot. Donc sujet très vaste hein, évidemment, sujet qui a été fait maintes et maintes fois. Donc le Binge Doctor, si vous connaissez pas, c'est une chaîne, excusez-moi, qui parle de séries. J'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout les coulisses chaotiques que j'aime vraiment. Sa vidéo sur les séries c'était mieux avant est vraiment super bien, c'est vraiment super cool. Mais ouais, son format le plus gros, c'est vraiment les coulisses chaotiques qui sont excellentes. En termes de ton, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même si tu sens un peu l'amateurisme, évidemment, mais c'est normal, c'est un mec tout seul, qui fait ses trucs comme il peut. Et c'est vraiment le YouTube à l'ancienne à ce niveau-là que j'aime beaucoup. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Si vous connaissez pas mon avis sur les remakes et les reboots, bah, je vais vous le donner rapidement. Hein. J'ai pas de problème avec le principe du remake et du reboot en soi. Il y en a des très bons, il y en a des très très bons, hein, que ce soit l'un des plus connus, et pourtant pas grand monde sait que c'est un remake, à savoir Scarface. Voilà, c'est un remake d'un film des années 30 par Howard Hughes, donc quand même ça pose le niveau. Il y a des remakes, des reboots qui sont très bien, La Planète des Singes c'est très bien, il y en a même que j'aime beaucoup, genre Peter Elliot le Dragon, même chez Disney, hein. Alice au Pays des Merveilles de Burton, je suis pas fan du film, mais j'aime le fait qu'ils ont tenté faire quelque chose de différent. J'ai aucun problème avec le remake et le reboot en soi, vraiment aucun. Là où j'ai plus de problèmes, c'est pas avec le remake et le reboot en soi, c'est quand tu fais la même chose pour faire la même chose. Typiquement le Roi Lion, typiquement La Belle et la Bête, typiquement Aladdin, typiquement la moitié des remakes Disney. Et c'est ça le problème en fait, c'est soit quand tu fais vraiment la même chose, ou soit quand tu t'éloignes tellement de l'original que tu te dis, en fait t'as mis le nom de l'original juste pour pas avoir de problème de droit d'auteur en fait. Ça me dérange pas qu'on s'éloigne de l'original, mais quand il y a vraiment plus rien à voir et que tu te dis c'est juste une histoire différente, c'est un peu con. Ouais, c'est pas un mauvais principe à la base, mais quand ça devient un gimmick marketing, on voit vite où est le problème. C'est exactement ça, Degenai, c'est exactement ça. Le problème, c'est comme d'habitude, c'est les raisons pour lesquelles tu fais un remake. Il y a plein de films, en plus, le pire, c'est que prenons les remakes Disney. Juste les remakes Disney, parce que c'est ça surtout, il va parler, et puis c'est quand tu penses remake et reboot, maintenant tu penses Disney, tellement ils en ont fait plein, qui sont plus ou moins bien. La Belle et la Bête. Il y a vraiment besoin de faire un remake live, je veux dire, surtout si c'est pour refaire la même chose, en moins bien du coup, parce que les folies de l'animation, tu peux pas les faire en live. Ça valait le coup de faire un remake d'Aladdin, du Roi Lion. Le Roi Lion, c'est le pire. C'est vraiment le même film, à peu de choses près, mais même pas en live en plus. C'est vraiment que de l'animation, mais en 3D. Magnifique au demeurant, c'est pas le souci, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que pourtant, l'Atlantide, La Planète au Trésor, Le Bossu de Notre-Dame, même Tarzan, ou d'autres, hein, il y en a d'autres hein, qui pourraient être intéressants à faire, mais là, c'est ceux que j'ai en tête. Ce seraient des remakes IRL, en live action, qui seraient pertinents à faire. Parce que les films ont pas tant marché que ça, ou alors parce que tu peux l'adapter autrement. Je veux dire, Tarzan, tu peux en faire un truc comme le livre de la jungle, où tu vas un peu plus sur certaines problématiques que le dessin animé a abordé en 2 spies, tu vois ce que je veux dire. La Planète au Trésor et Atlantide, ça a tellement bidé, et pourtant c'est tellement culte en même temps que y a là les trucs à faire. Je veux dire, Atlantide, tu peux, les 30 minutes qui ont été coupées du film, tu peux les remettre dedans, et on peut faire vraiment des réinterprétations, tout ça, mais encore une fois, c'est pourquoi, comment, et l'intention, voilà, tout simplement. Donc, on va voir ce que le Binge Doctor en pense. Binge Doctor, les remakes, reboots, c'est parti. Les remakes et reboots sont devenus la norme. Ils ont envahi nos écrans, séries comme films. Writers don't decide what movies and TV shows are going to get made. The studios do. They are our employers. They decide what they want to make, which is fair. It's their money. So why do they make all these sequels and reboots? Because they're easier to market. Bah oui, évidemment. Ça, c'est le principe des franchises, c'est le principe des remakes, reboots, tout ça. C'est plus facile à marketer quelque chose que les gens connaissent déjà, plutôt qu'un tout nouveau truc qui potentiellement ils peuvent aimer, et potentiellement détester. Le problème, c'est qu'à force, les gens se lassent. Parce que les gens, ils aiment bien leur zone de confort, ils aiment bien le côté « Ah, on n'est pas trop bousculé dans nos habitudes », mais si tu leur proposes que ça, ils se lassent. Donc des remakes, des reboots, ça peut être intéressant, mais si t'en fais trop, overdose. Mais comment est-ce arrivé? C'est une longue histoire, et pour le comprendre, on va remonter le temps. Alors oui, le remake de film existe à peu près depuis que le cinéma existe. D'ailleurs, dans le tout premier remake référencé du cinéma, Georges Méliès remplace le rôle du serveur par une serveuse. C'est woke depuis 96. Il a raison. Le wokisme était là depuis le début. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Des fois, l'appel à la nostalgie, ça foire tellement souvent, il y a des producteurs qui pigeraient à ce qui a fait le principe du matériel d'origine. Non mais c'est ça aussi c'est terrible. Et des fois, au contraire, c'est pas parce que le matériel d'origine a fait un truc que t'es obligé de refaire pareil. Regarde le Batman de Burton, qui avait cartonné, qui était devenu une figure emblématique des années fin 80, début 90. Heureusement que Nolan n'a pas voulu jouer là-dessus.
heureusement qu'il a fait sa version. Pareil pour le Batman avec Robert Pattinson, c'est pas le même que celui de Burton, c'est pas le même que celui de Nolan, c'est différent mais c'est très bien. Et on peut jouer sur la nostalgie comme aller dans une direction différente, tant que tu comprends le matériel d'origine, moi je vois pas le problème. Il pouvait y avoir à l'époque des raisons particulières, comme des transpositions d'un pays à l'autre. Ça se faisait énormément à l'époque, hein, les remakes pour transposer d'un pays à l'autre. Il y a même des films qui enregistraient le film en français, et ensuite ils refaisaient la même scène, exactement la même, hein, en anglais, et ils la refaisaient exactement la même en allemand, etc., etc. Genre le doublage à l'époque, c'était pas que ça, hein. Mais il y avait plein de raisons des remakes, hein. Il y a même, là c'est Hitchcock, hein, lui-même, qui remake son propre film. Il y a eu Cécile B2000 qui a fait 2 fois les 10 commandements, tu vois. Et il y a plein de raisons de faire un remake. Ça peut être parce que des années plus tard, ça peut être pour le changement de pays, là, comme Hitchcock, mais ça peut être parce que, t'as une nouvelle vision de l'œuvre et que t'as envie de faire cette nouvelle vision, parce que t'as plus de moyens et que, du coup, tu peux faire le truc grandiloquent que t'as pas voulu pu faire à l'époque, etc., etc. Il y a plein de raisons. Mais le plus souvent, les remakes sont déjà des remakes en bonne et due forme. Et d'ailleurs, les premières grandes séries télé sont souvent adaptées de séries radio comme I Love Lucy, la première grande sitcom, ou Gunsmoke, qui aura 20 saisons à la télé. Là, on peut se poser une question, pourquoi le cinéma, notamment américain, a versé très tôt dans le remake? Facile. Ce qui revient à se demander basiquement pourquoi les remakes, simplement, existent. Bordel, parce qu'on peut le faire! Parce que chez les anglo-saxons, le remake est, au départ, autant estimé qu'une œuvre originale. Peut-être à cause de Shakespeare, dont plusieurs pièces comme Roméo et Juliette, Beaucoup de bruit pour rien et La nuit des rois sont tirées de romans de Matteo Bandello. Mais en dehors des pays anglo-saxons, le remake est moins bien considéré. Surtout en France, pays de l'auteur roi qui n'est pas censé s'abaisser, entre guillemets, à refaire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, mais en France, on est chiant à ce niveau-là. Autant la nouvelle vague, il y a eu plein de bons trucs grâce à la nouvelle vague, hein. Le renouveau de certaines visions du cinéma, bouger les codes, faire en sorte que le réalisateur et le scénariste ne soient pas juste un faiseur pour les studios, mais un auteur à part entière, blablabla. Il y a plein de bonnes raisons, et il y a plein de bonnes choses qui ont été faites par la politique des auteurs, mais il y a aussi ce truc de « Nous, on est des artistes, nous, on ne s'abaisse pas à faire ceci ou cela, nous, on est au-dessus, nanana. C'est bon, niquez-vous, arrêtez de péter le plus haut de votre cul. Si jamais t'as la vision de refaire, tu vois une œuvre, il y a quelque chose qui te parle dans cette œuvre, mais tu le fais différemment, pourquoi pas? Et j'ai envie de dire, ça peut donner des trucs super intéressants. Moi, personnellement, j'ai adoré le Godzilla de Roman Emmerich. Désolé, hein, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Moi, je le trouve trop cool. Adapté, oui. Remaké, non. Mais ça ne se limite pas au 7e art. Le remake est dans tous les arts, de toutes les nations, notamment en musique. Que ce soit en classique avec des livrets d'opéra mis en musique par plusieurs compositeurs, ou des œuvres développant la musique d'autres auteurs, en jazz avec ses variations sur des standards, en rap avec le sampling, et les covers en général, Ouais, qui peuvent même traverser les genres. En littérature aussi, des œuvres aussi différentes que l'Avare, Ulysse ou Anne Naka sont des remakes littéraires d'œuvres. Dans un article Fleuve, le philosophe écrivain Umberto Eco a déclaré « Conscient de la citation, le spectateur est invité à jouer sur sa conscience encyclopédique. » C'est joli. Il parle ici des codes. Le public aime regarder des genres bien définis parce qu'il y retrouve ses codes. Les quiproquos dans la comédie romantique. Je déteste les quiproquos dans les comédies romantiques. Je déteste ça. J'ai horreur de ça, ça me fait cringe. Ça et le menteur révélé, c'est des trucs qui m'angoissent viscéralement, vraiment. Mais depuis que je suis tout petit, hein, genre même à 6 ans, je me rappelle, il y avait un truc de quiproquo de menteur révélé, j'étais en mode la 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 la. Et je disais à mon frère ou à mon père, tu me tapotes sur l'épaule quand c'est fini, parce que je voulais pas avoir ça, ça me mettait trop mal à l'aise. Mais voilà. En fait, le problème avec les remakes, c'est que moi je trouve qu'il y a 2 types d'avis qui sont insupportables. C'est les gens qui sont trop pro remake en mode c'est génial, c'est trop bien, nanana, qui sont des gros pigeons à aller voir tous les remakes des films de Disney qu'ils aiment bien sans se poser la question, et ceux au contraire qui disent il y a trop de remakes. Les remakes, au bout d'un moment, faut arrêter. Il y en a tout le temps. Oui, il y en a plus qu'avant, je suis d'accord, c'est un problème, mais là où je suis pas d'accord avec eux, c'est quand ils disent les remakes c'est de la merde, c'est que t'as pas d'imagination, c'est que tu sais pas créer. Bah non, tu crées à partir de ce qu'a fait quelqu'un d'autre, certes, mais d'un côté j'ai envie de dire c'est tout le temps comme ça en art. Tu ne crées jamais à partir de rien, même si tu fais une œuvre dite originale, t'as tes influences. Il y a des trucs qui t'ont donné envie. Regarde Matrix, c'est une œuvre originale et pourtant c'est un melting pot de tout ce qu'aiment les sœurs Wachowski, tu vois. C'est pareil pour le cinéma de Burton, le cinéma de Tarantino. On le met au panthéon pour ça. Pour le fait que justement le mec arrive à retranscrire ses influences cinématographiques à sa manière dans ses films. Donc on peut le faire, c'est pas le souci. Le truc c'est comment tu le fais encore une fois et faut doser en fait. Oui, il y a beaucoup de remakes. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Le problème c'est pourquoi il y a beaucoup de remakes.
remakes, et le fait que les industries, manifestement, sont dans le piège de toujours plus de rentabilité, toujours plus d'expansion, parce que capitalisme à outrance, libéralisme, etc. Et donc ils veulent de la valeur sûre, et ça fait un cercle vicieux de, comme ils osent pas faire des trucs, ben ils restent sur les remakes, et donc ils osent encore moins, ils font encore des remakes, sauf qu'au bout d'un moment, il y aura moins de films à remaker, surtout chez Disney, hein, ils vont pas pouvoir faire que ça. Jerry Cantrell du groupe Alice in Chains avait dit, ah j'adore Alice in Chains, on nous accuse de rip-off, mais en vrai on ne crée rien à partir de rien, on a nos influences et on ajoute du grain de sel, c'est tout. Non mais c'est ça, et puis tu sais, il y a toujours plein de gens qui sont en mode, ouah le gars il a copié machin, mais c'est pas qu'il a copié machin, c'est juste que tu connaissais machin avant truc, donc t'as l'impression que c'est machin qui a inventé le truc au lieu de truc, sauf qu'en fait la vérité c'est peut-être que les deux ils ont les mêmes influences. Tu prends Naruto et Satan 666, il y a énormément de similitudes, hein. Jiraiya est le grand maître de Satan 666, le background de Naruto est du héros de Satan, etc., etc., et tu te dis, ouah, le copieur. Sauf qu'en fait, ils sont frères jumeaux, les deux mangaka. Donc, ils ont peut-être les mêmes influences, et c'est peut-être normal qu'ils fassent des trucs similaires. Et c'est pas le même, pourtant. Peut-être que, en fait, comme ces deux frères jumeaux qui ont les mêmes influences, ils ont fait quelque chose de similaire, et pas pareil que Satan et Naruto, désolé, mais il y a beaucoup de similarités, mais il y a aussi beaucoup de différences. Mais les gens, ils aiment trop voir, non mais, je vois un truc en commun, donc c'est du plaisir, donc c'est du remake, donc c'est bon, niquez-vous, au bout d'un moment. Je suis d'accord que c'est bien de faire attention au plagiat, c'est bien de faire attention aux copies, mais faut arrêter de voir de la copie partout, quoi. Je me rappelle 2014-2015, quand Norman et Le Rire Jaune avaient sorti une vidéo sur les médecins quasiment en même temps. Les gens disaient que Le Rire Jaune avait copié Norman, mais la vidéo n'a rien à voir, c'est juste le sujet. Heureusement qu'on est sorti de cette méta de l'enfer où dès qu'un sujet était pareil, c'était du plaisir. C'est du plaisir parce que c'est le même. C'est bon, niquez-vous. Le spectateur aime reconnaître ses codes dans les œuvres qu'il regarde. Ça sollicite sa culture et le rend actif dans le visionnage. Et c'est pas pour rien que les fans de films d'horreur, c'est l'un si ce n'est le meilleur exemple pour moi, les fans de films d'horreur adorent ça aussi parce qu'il y a des codes très spécifiques et ils adorent à la fois les codes en soi mais aussi voir comment les réalisateurs et réalisatrices vont jouer avec, comment ça va être amené, est-ce que c'est intelligent fait, est-ce que c'est bâclé, etc. Et plus tu te cultives sur un genre, plus tu te rends compte des spécificités du genre. Avec le remake, le spectateur peut être plus actif que jamais. Ah bah oui. S'il connaît l'original, il peut faire des comparaisons durant tout le visionnage. Et ils adorent ça. Le remake est d'ailleurs la version ultime de l'intertextualité, ce phénomène où on cite des œuvres dans d'autres œuvres. Toujours selon Echo, cette intertextualité joue dans le jeu entre la fiction et le spectateur. Et aujourd'hui, ça se voit plus que jamais. Pourtant, la référence du remake à l'original n'est souvent que superficielle, car le remake cherche toujours à effacer l'original, le faire oublier lorsqu'il est ancien, et à prendre sa place lorsqu'il n'est pas diffusé pour le même public. Mais ça arrive rarement. Côté série, par exemple, à part Battlestar Galactica, qui est l'anomalie reine, les remakes qui rivalisent avec l'original restent surtout des remakes de séries d'autres pays, comme Jane the Virgin, House of Cards ou The Office. Bah c'est surtout des remakes, que ce soit en série ou en film, en fait, quand le remake a dépassé l'original, c'est soit que l'original est tellement vieux que le nouveau public sait même pas qu'il existe, ou en a très peu entendu parler, genre Scarface, ou que, ben ouais, en fait, c'est un remake d'un film qui est pas sorti dans le pays, et on connaît les États-Uniens à ce niveau-là, hein. Ah mon dieu, c'est pas états-unien, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Typiquement, bon, des fois ça marche pas comme Intouchable, mais des fois ça marche, comme par exemple Millennial, ou True Lies. True Lies qui est un remake du film La Totale français, avec Thierry Lhermitte. Bah, les ricains, ils savent pas que La Totale, ça existe. Et c'est normal. Bref, que les remakes existent parce qu'il y a un intérêt pour le public. Oui. Pourquoi pas? Mais comment en est-on arrivé à avoir autant de remakes aujourd'hui? Le capitalisme. Eh bien, il y a eu 3 vagues. 1948, les années 70, les années 2010. Donc, que s'est-il passé en 1948? Ceci. La télévision. Ce texte, c'est l'arrêt United States vs Paramount Picture Inc. de la Cour suprême des États-Unis. Cet arrêt est aussi connu sous le nom de Décret Paramount de 1948. Il fait perdre aux studios le contrôle de l'exploitation de leurs propres films. Pourquoi? Production, distribution, exploitation, tout ça n'est plus confondu. Alors, ça met fin au contrôle total des studios, ça donne naissance au Star System qui donne du pouvoir aux acteurs face aux studios, et... Enfin, c'est bien, mais pas bien. Mais bon, au moins, c'est pas que les studios qui ont main mise sur tout, c'est déjà ça. Parce que pendant Âge d'Or, c'était terrible à quel point les studios avaient la main basse sur tout. Donc en fait, si, c'est bien. Permet donc plus de diversité, mais ça cause aussi une réduction drastique des bénéfices pour les studios. On s'en bat les couilles, ils sont déjà riches, let's go! Non mais pour le coup, en fait, je préfère largement le Start System plutôt que le Studio System. Parce que ben, le Studio System, c'était horrible pour les acteurs et actrices. Vraiment, à l'époque, vous vous rendez pas compte à quel point les studios avaient la main mise sur tout. C'était leur chien, hein, clairement. Et là, Hollywood se retrouve instantanément dans la panade.
Et ça, c'est sans parler le fait qu'il y aura, il y avait déjà à l'époque où il y aura un peu plus tard, en tout cas, peut-être pas l'invention, mais la démocratisation de la télévision, ça viendra un peu après. Ça, plus la nouvelle vague, plus le fait que les gens se désintéressent des énormes films blockbusters comme les Peplum, Cléopâtre, etc. Tout ça ensemble, ça va donner une crise à Hollywood, plus en plus la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a pas aidé. Mais tout ça ensemble, vraiment, ça a donné une crise à Hollywood qui vont avoir du mal à se relever. Et c'est avec tout ça qu'on va avoir le nouvel Hollywood. Même les films au succès modéré deviennent des flops. La colline aux chimères doit donc se rabattre sur une rentabilité plus sûre, les grosses productions, synonyme souvent de gros bénéfices. Problème, dans les années 40, les grosses prods sont si longues à produire que la rentabilité n'est pas immédiate. On ne peut pas faire une chaîne virtueuse de grosses prods rentables finançant les suivants. Ce n'est pas possible. Pour survivre, Hollywood se diversifie et se met donc aux séries. Ce qui est marrant en plus, c'est que c'est exactement, enfin, c'est pas exactement, mais c'est un peu ce qui se passe dans les années 2010, c'est que plusieurs acteurs de l'industrie ont essayé de pointer du doigt en disant attention quand même, que ce soit Spielberg, Lucas ou même des youtubeurs, hein, le Fossoyeur en parlait à l'époque, etc. Cette course au blockbuster, au gros film est forcément mauvaise. Déjà parce que, bah en fait, quand tu mets tout all-in sur un gros film, tu vas pas te permettre de faire des films un peu chers mais pas trop après. Et du coup, maintenant, on est de plus en plus sur des énormes films, énormes blockbusters, ou alors tout petit film avec un tout petit budget, mais les entre-deux, les films moyens, enfin moyenne production, il y en a de moins en moins, et malheureusement, ben c'est vers eux que souvent t'as les bonnes surprises, parce que les petits films sont trop petits et trop niche pour le grand public, et les trop gros, ben on prend le moins de risques possible parce que on veut limiter la casse au cas où il y a un flop. Alors que les moyennes productions, il y avait un peu d'ambition et un peu de liberté. Je grossis le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait que c'est là où tu pouvais avoir des trucs intéressants pour le grand public. Bon, t'en as aussi dans les grosses et les petites productions, mais dans les moyennes productions, il y avait cet entre-deux qui était pas mal, qu'on a de moins en moins malheureusement. Qui constitue un territoire vierge et vite rentable. Les premières séries étaient créées sur la côte Est, elles déménagent vite à Hollywood qui promet des systèmes de production plus pratiques. Le cercle vertueux se met en place. Les bénéfices des séries à succès non seulement couvrent les pertes, mais financent aussi le cinéma, notamment les grosses productions. Voilà ce qu'il faut retenir. Après le décret Paramount de 1948, les grosses productions deviennent le moteur d'Hollywood. Pour les financer, il faut des œuvres rapidement rentables. Les séries sont un excellent moyen. En capitalisant sur la familiarité du public avec les genres filmiques, les studios cherchent à construire un téléspectateur prévisible dans ses goûts et rentable en tant que consommateur. C'est terrible, hein, parce que là, ils sont en train de dire on veut juste des robots qui crachent leur fric. Mais c'est ça que moi je trouve dégueulasse, c'est pourquoi est-ce que tu veux absolument aller dans l'art autre que pour le pognon quand tu t'y intéresses à ce point peu et à quel point t'es cynique sur l'industrie et à quel point tu veux juste de la thune. Je comprends, hein, parce que tu veux de la thune, parce que y a un marché, parce que je comprends, mais je sais que c'est utopique ce que je veux dire, mais on pourrait pas laisser le marché de l'art aux gens qui s'intéressent un minimum à l'art, juste un minimum quoi. Cette maxime, Hollywood ne va cesser de trouver des moyens élaborés pour la mettre en place. Et ils vont en avoir l'occasion dans les années 70. Le premier choc pétrolier précipite l'économie mondiale dans la nasse, y compris en France avec la fin des 30 Glorieuses, ces 30 ans de relative richesse économique après-guerre. Cette crise provoque aux USA deux conséquences. Une volonté de prendre moins de risques financiers et un repli vers la nostalgie. Comme d'hab, comme à chaque fois, comme d'hab. Quand ça ne va pas comme d'hab, on se replie vers ça, la nostalgie, moins de risques financiers, mon gars. Je sais pas ce qui me prend. Pièce à conviction. Sunday, Monday, Happy Days. La sitcom Happy Days est sans doute la première série à être marketée nostalgie, avec sa vision idéalisée des années 50. Et c'est un triomphe. Mais moi je me rappelle, Happy Days, j'ai jamais vu, mais ça a tellement marché Happy Days que je connais le générique à fond alors que j'ai pas connu. Ça a duré 10 ans hein, quand même, ça a duré longtemps. Et d'ailleurs, c'est grâce à Happy Days qu'on a eu Robin Williams sur petit écran et peut-être un peu grâce à lui pour le grand écran parce que il jouait le personnage de Mork qui était un extraterrestre dans Happy Days et ça a donné la série Mork et Mindy qui lui a donné une renommée beaucoup plus grande qu'il avait avant, même si avant il était un minimum connu avec le stand-up etc. Ironiquement, Happy Days est un spin-off de l'anthologie Love American Style, donc elle-même n'est pas tout à fait une série originale. Prudence financière et nostalgie, ces deux principes servent à développer une vague de remakes et servent de révélateur à une vérité profonde des Américains décelée, encore, par Umberto Eco. Il existe une constante de l'imagination et du goût des Américains moyens pour qui le passé doit être conservé et célébré sous forme de copie absolue.
une philosophie de l'immortalité avec Duplicata. Mais en vrai, les ricains, je pense qu'ils doivent avoir un espèce de complexe de leur pays est tellement jeune que du coup la nostalgie est super importante. Mais nous aussi, on a vraiment ce truc nostalgique aussi. Par contre, évidemment que de toute façon, à chaque fois que ça va mal dans le monde, financièrement, humainement, etc., dès qu'il y a trop de problèmes, l'art, la culture, l'industrie, etc., se replie toujours sur la nostalgie et la réduction de pertes financières. Et d'ailleurs, Grease en est un très bon exemple en termes de nostalgie. Même Retour vers le futur, hein, techniquement, parce qu'ils vont dans les années 50. Les années 50, c'est leurs années 90 à nous aujourd'hui. Hein. Ce genre de truc, quand tu penses, ça fait toujours très bizarre. Avec le recul, en voyant notre époque bombardée de remakes live-action d'œuvres animées, les premiers remakes sont souvent des versions animées de live-action. On a inversé, en fait. Genre, à l'époque, c'était l'animation qui était des versions, enfin, qui étaient des remakes de live-action, là, c'est l'inverse. Et en vrai, je comprends les deux logiques. Gilligan, Emergency Plus 4, The Partridge Family, Return to the Planet of the Apes, ces remakes cochent toutes les cases. Succès sûr, appel à la nostalgie, goût américain pour la copie. Après les séries qui financent les films, voilà les remakes qui financent les séries et les films. Mais dans le même temps, un film va tout bouleverser. Jaws. Et on est de retour pour le cinéma hollywoodien qui va péter des soirs au box-office, mesdames, messieurs. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous avez dit un gros film avec Jaws, vous avez dit un gros film avec Les Dents de la Mer, oui, et ben non, il y en aura un deuxième qui va, 1 ou 2 ans plus tard, je ne sais plus à combien d'années d'intervalle, qui va encore plus péter les choses. Et ce sont les deux personnes qui, dans les années 2010, ont dit attention à pas faire que des trop gros blockbusters, et qui, ironiquement, ont ramené l'ère des blockbusters à la vie. Je parle bien sûr de Steven Spielberg et de George Lucas avec Jaws et Star Wars, mesdames et messieurs. Sorti en 1975 avec un succès énorme. Ah bah 2 ans avant Star Wars du coup. Et oui, ça va remettre le cinéma de studio hollywoodien sur le devant de la scène. Là où avant, il y avait beaucoup de films, le nouvel Hollywood, donc des petits films, plus petit budget, mais avec plus de liberté pour les auteurs. Steven Spielberg est tourné pour 9 millions de dollars, en rapporte 476, crée le premier grand blockbuster, et fait réaliser à Hollywood qu'il faut produire toujours plus cher. Plus les films sont chers, plus le public sera attiré, alléché par le grand spectacle promis. Alors que c'est même pas ce que dit Les Dents de la Mer en plus. Justement, Les Dents de la Mer, pour moi, ça montre que pour 9 millions, tu peux faire un film qui en rapporte énormément. Donc pourquoi faire des énormes budgets? Augmenter un peu le budget, oui, mais pourquoi faire des énormes budgets alors que le nouvel Hollywood marchait très bien? Parce que logique capitaliste, parce que peur de se faire bouffer sa place, parce que faut toujours grossir, etc. Voilà pourquoi. Mais c'est con. 2 ans plus tard, Star Wars produit avec 11 millions de dollars, en rapporte 767. Et ça, c'est sans parler du merchandising, les enfants. Là aussi, ça a beaucoup changé la mentalité, hein, le merchandising avec Star Wars. Le fait que, bon, c'était déjà aussi un peu le cas avec d'autres films, hein, La Planète des Singes en avait aussi. Mais Star Wars, ça a vraiment mis le coup dans le cercueil du truc de le merch rapporte énormément, donc on va penser nos films en amont pour le merch. Hollywood comprend qu'ils ont trouvé le filon. Surtout qu'avec la comptabilité hollywoodienne, ils peuvent même spolier les créatifs des fruits financiers de leur travail. Oui. Si vous voulez plus de précision... Ah oui, je l'ai vu cette vidéo dont il parle, elle est super bien, mais elle est super badante pour l'industrie. Vraiment, industrie connard sur 20. Est-ce qu'on est étonné? Non. Est-ce que ça fait quand même mal au cul? Un peu. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Sauf que ces blockbusters, par définition, coûtent cher. Les séries ne suffisent plus à les financer. Comment trouver un business model? Avec les remakes et leurs dérivés. En fait, Hollywood fait toujours la même chose. On fait des trucs normaux, il y en a un qui marche, du coup, on emballe la machine en mode surproduit, surproduit, surproduit. Ah mince, ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'on fait? On descend les coûts de production? Non, on va faire des remakes, des séries, etc. Prequel, sequel, midquels. Et un constat s'impose. Avec la fin du nouvel Hollywood au début des années 80... Ah, La Porte du Paradis, ça a fait très mal, hein. Ça a fait très très mal. En fait, le cumul Star Wars et Jaws, plus La Porte du Paradis qui a niqué le nouvel Hollywood, ça a fait mal, ça a fait très très mal. Il faut produire toujours plus pour que les recettes puissent être réinvesties dans des blockbusters, et ainsi que, en produisant plus, les succès des uns compensent les échecs des autres. Les remakes de films, promesses de recettes faciles car attirant plusieurs publics, commencent à pulluler. Et les séries embrayent aussitôt. Dans les années 80, on assiste à une première vague de remake reboot. Une 60aine durant la décennie. Une bonne partie ne sont plus des versions animées, mais bien des remakes live-action de films et séries live-action. Et ce qui est marrant, moi, c'est pour ça que, en fait, autant je peux comprendre l'avis des gens qui disent ouais, aujourd'hui il y a trop de remakes, casse les couilles, nanana. Je peux comprendre parce qu'on en voit plein, c'est ceux qu'on met le plus en avant et tout, mais moi ce qui me fait marrer, c'est que c'était déjà le cas à l'époque, en fait. C'était déjà le cas dans les années 80, sauf que les gens qui étaient jeunes dans les années 80, ils le savaient pas que c'était des remakes, ou alors ils s'en foutaient. C'est exactement la même chose pour les jeunes des années 2010, de 10 ans ou moins, qui s'en foutent de ça.
savoir si l'île de la jungle c'était un film avant eux, ils kiffent et puis voilà quoi. C'est aussi ça qui fait que, en fait c'est bien de critiquer, mais faut aussi se mettre à la place de la personne qui, elle, n'a pas connu et s'en fout un peu, veut juste un bon divertissement, un bon film. S'installe alors un équilibre entre original et remake, où le remake se taille une bonne part du gâteau, mais laisse le plus gros à l'original. Voilà, c'est jusque dans les années 2010. Voilà, par contre. Car dans les années 2010, Wall Street prend le contrôle d'Hollywood. Alors, j'ai parlé dans ma vidéo Les séries c'était mieux avant, des conséquences de cette prise de contrôle. Encore une fois, allez voir cette vidéo, elle est vraiment excellente. Et en fait, cette vidéo pourrait se résumer à le capitalisme et les grosses industries niquent tout. Voilà, la vidéo peut se résumer à ça. Une des conséquences, c'est que les plateformes doivent dépenser des milliards chaque année. Pour financer tout ça, il faut absolument à côté beaucoup de succès sûrs, des œuvres sans trop de risques. Il faut donc remaker et rebooter à tout va pour nourrir la machine à contenu. Voilà pourquoi remake, reboot, prequel, sequel se développent. Mais, il y a un twist. Maintenant, les séries et films de prestige financés par ces remakes ne sont plus des œuvres originales, mais des œuvres de franchise, inspirées d'une IP, d'une propriété intellectuelle déclinée ad nauseam, comme un auto-cannibalisme frénétique. Ce même problème s'étend aux chaînes rachetées par des grands groupes, et ABC et une partie de la Fox appartiennent à Disney, CBS à Paramount. D'où la propagation des remakes et surtout des franchises là-bas aussi. Même des refuges de la créativité originale ont cédé aux sirènes du remake, du reboot et de la franchise. Parce que tout est plus cher, le public plus fragmenté que jamais, la rétention toujours plus difficile. Il faut un business model avec zéro risque. Oui, ou alors tu fais des films un peu moins chers, mais plus de niches, vu que le public est fragmenté. Tu contentes chaque niche avec des budgets certes moins chers, mais un minimum intéressant pour pouvoir faire des bons films. Tu laisses plus de place aux auteurs, vu que, au pire, le film il marche pas, c'est pas grave, t'as niqué que 10 millions, au lieu de mettre 100 millions dans un film, sauf que tu peux en produire 10 au lieu d'en produire qu'un. Moi je comprends pas pourquoi ils pensent pas comme ça, les décideurs. Pixar produit maintenant à la chaîne œuvres dérivées sur œuvres dérivées. Et pourtant Pixar c'était pas le but à la base, hein. Pixar, les suites, ils ont mis longtemps avant d'en faire. Parfois brillamment, parfois... moins. HBO, refuge de la Quality TV, qui se targuait de ne faire que de l'original dans les années 2000, tombe aussi dans le piège de la franchise avec les séries adaptées de Game of Thrones. Maintenant, l'originalité se retrouve surtout dans le cinéma indépendant et bien sûr les œuvres étrangères. Mais le phénomène du remake se retrouve maintenant dans tous les pays. Car acheter les droits d'une œuvre a un avantage, puisqu'il y a déjà un fandom de cette œuvre déjà présent. Même si c'est un fandom étranger, dans le cas de remake d'œuvres étrangères, ça veut dire que l'œuvre a un potentiel pour marcher dans un autre pays. Il suffira juste de l'adapter avec les bons codes culturels, et voilà. Oui, ou alors tu fais un doublage, je sais pas. Des fois je comprends pas pourquoi ils s'emmerdent et pourquoi ils font pas juste un doublage en fait. Les droits ne sont d'ailleurs pas très chers à acheter. C'est bien moins coûteux qu'un scénario original, par nature plus risqué. Et puis pour des gros studios comme Disney, remaker permet aussi de redonner de la valeur financière à une œuvre patrimoniale plus ancienne. Oh, il est dégueulasse. Il est dégueulasse le génie de Will Smith, j'avais oublié à quel point il était dégueulasse. C'est que Disney ont beau être respectés en général, les laisser comme ça ne rapporte plus assez aujourd'hui. Il faut donc les remaker pour qu'ils soient de nouveau bankable. Ce qui permet en passant de corriger certaines visions de l'époque qui peuvent être vues comme problématiques aujourd'hui, pour le meilleur comme pour le pire. D'ailleurs, sur ces deux points, je vous renvoie vers l'excellente vidéo d'Adam Bros sur le sujet. Il y a aussi autre chose. Le temps est aussi un argument supplémentaire en faveur du remake. La production d'un remake, parce qu'elle dispose d'un matériau préalable, nécessiterait moins de temps que la mise en œuvre d'un programme original. Sauf que c'est pas forcément vrai. Alors oui, c'est vrai, si jamais tu veux faire un truc, le minimum légal, on n'y réfléchit pas trop et vas-y, on fait du copier-coller, oui. Sauf que si jamais tu veux vraiment faire un remake de qualité, un reboot de qualité, ça demande du temps. Limite plus de temps que pour un scénario original, parce que justement, tu te dis comment ne pas aller dans la facilité du copier-coller et qu'est-ce que tu veux faire vraiment, quelle est ta vision sur le sujet, tu vois. Gaël Philippe, docteur en médiation culturelle. Elle ajoute que le temps étant un ennemi tenace, le remake permet donc de satisfaire rapidement à la demande de nouveautés, quelle que soit la part réelle de nouveautés. Parce qu'on veut que ça aille plus vite, parce qu'on veut que ce soit moins cher, parce qu'on veut plus de rendement, parce qu'on veut plus de thunes, parce qu'on veut plus d'économie, parce qu'on veut que les actionnaires soient de plus en plus contents, parce que, le capitalisme. Comme d'hab. Prenez Héries Police Scientifique, remake français d'une série policière italienne, elle-même remake de la franchise des experts. Héries a été produite aussi parce qu'elle était un gain de temps. Takis Kandilis, directeur de la fiction de TF1 à l'époque, explique que, par rapport à une série qu'on aurait créée de toutes pièces, on a gagné quasiment 12 à 18 mois. Et là on peut se demander, ok, le remake s'est popularisé dans le monde grâce à l'exportation de la culture de masse américaine, mais du coup, pourquoi
pourquoi les Américains ont voulu en premier lieu exporter leur culture, notamment à partir des années 70. Le soft power, pendant la guerre froide, c'est quand même pratique pour faire en sorte que les gens soient avec toi. Je sais pas pourquoi je chante aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, mais c'est juste pour ça, c'est juste parce que le soft power, en fait, et qu'il y avait la guerre froide. Avant de se donner les moyens de leurs ambitions, quand ont-ils eu cette ambition? Dans son livre Film Remakes, Constantin Verevis, professeur en cinéma, dit « La dimension éminemment intertextuelle du cinéma américain en particulier est reliée à l'extension radicale de la culture filmique et l'enthousiasme pour l'histoire du cinéma américain qui a saisi les États-Unis dans les années 60 et au début des années 70. Il y a donc eu à l'époque une sorte d'orgueil américain devant son propre historique cinématographique. Et cet orgueil se manifeste par la volonté de la culture américaine de se mondialiser. Pas gagné, leur suprématie est toujours présente aujourd'hui. Même si de plus en plus contestés, déjà par la mondialisation, qui eux-mêmes ils ont eux-mêmes voulu cette mondialisation, les ricains, c'est qui est rigolo, mais par cette mondialisation qui certes a rendu leur soft power toujours plus puissant, a permis aussi au soft power d'autres pays de se faire voir. Squid Game par exemple, vu que ça revient de sortir la saison 2, mais d'autres trucs, hein. Et il y a des gens, ils se rendent compte que, en fait, ils aiment le cinéma indien, le cinéma coréen, etc. Parce que, ça leur a permis de voir des trucs différents. Donc, puis même, le Japon a un bon soft power, la Corée du Sud aussi, la France aussi, etc. Comment les Américains en sont arrivés là? Sans doute à cause de leur culture. La vente, c'est l'emploi américain par excellence. Ça. Pour le meilleur comme pour le pire. La seule chose que vous avez dans ce monde, c'est ce que vous avez à vendre. Yes. C'est quoi, un post LinkedIn? Non, c'est une réplique de Mort d'un commis voyageur, pièce séminale d'Arthur Miller de 1949, et qui synthétise à merveille cette obsession de la vente qui est pierre angulaire des États-Unis, et ses ravages sur les perdants de ce système. Si l'audience a toujours été importante, maintenant il faut frapper fort d'entrée. Il faut le plus de public dès le début, ce qui est encore plus important dans les séries qui diffusent leur saison entière en une fois. Ouais. Ce serait bien d'arrêter de faire en sorte que les saisons, les séries, elles aient une saison. Peut-être que les gens, regardez la vidéo sur le Binge Doctor sur les séries c'était mieux avant, il en parle très bien. Je vais pas rabâcher ce qu'il dit dans sa vidéo maintenant parce que c'est pas le sujet, mais allez voir ça. Suivez mon regard Netflix. Or, les remakes et dérivés permettent cela. Elles assurent qu'il y ait déjà un vivier de connaisseurs de l'original qui regardera par curiosité le remake, en plus des nouveaux venus. Ce qui était vrai à une époque, mais j'ai l'impression que à moins vraiment que t'ailles sur vraiment the série ou the film ou the machin, c'est de moins en moins vrai, tu sais, genre les gens ils se lassent en mode il y a eu un remake de ça, bon. À moins que ce soit the gros truc, j'ai l'impression que si t'es pas fan, les gens vont moins facilement se déplacer, tu vois ce que je veux dire, ou en tout cas moins facilement regarder. La curiosité est de moins en moins là parce qu'il y en a partout. Donc c'est plus un événement en fait. Là où avant un remake c'était un événement. Rappelez-vous les remakes, les suites, les trucs comme ça, avant c'était waouh, trop bien, incroyable. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Comme le souligne le journaliste série Pierre Langlais, le principe, c'est que 2 générations peuvent regarder la même série. Oui, tu peux faire ça avec des séries de base, hein. Regarde Friends. 3-4 générations peuvent regarder la série, pourtant c'est pas un remake. Il suffit juste de faire une bonne série, en fait, et plusieurs générations pourront la voir ensemble si elle est tout public. Les Américains sont parfois là pour une bonne raison. Il est connu que les Américains ont du mal avec les œuvres étrangères. As you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. Dis-leur bien. Mais oui, non mais les ricains, un peuple de débiles. Problème de ce titre, je ne peux pas lire parce que à part les USA, il n'y a rien dans le monde. En fait, si vous n'êtes pas américain, vous savez que vous avez percé aux USA, non pas lorsqu'on promeut votre œuvre, mais lorsqu'on la remake au goût du public américain. Une des particularités de cette floraison de remake est qu'elle peut s'interpréter sur un plan esthétique, comme la manifestation d'un recyclage généralisé dans la culture postmoderne, qui concerne autant la culture de masse que les productions artistiques légitimes. Raphaël Moine, professeur en cinéma. Non seulement tout est remakeable, mais le remake... J'avais pas vu, c'est Mark Webb qui fait Blanche-Neige. J'avais pas fait gaffe. Ah putain. Il est passé de 500 jours ensemble qui est un énorme banger, Amazing Spider-Man qui est un énorme banger, Marie je crois avec le mec, avec Chris Evans qui est vraiment très bon, et là il va... Oh, du coup j'ai un peu envie de le voir mais j'ai un peu peur. Que ces dérivés sont eux-mêmes un courant esthétique. Les remakes et leurs dérivés ne s'arrêteront pas. Bah non. Ils ont plus de chances d'être rentables, contrairement aux originaux. Pourtant, toutes les œuvres cultes que nous aimons, à de très rarissimes exceptions près, sont des œuvres originales, ou au surplus, adaptées d'un matériel original. Alors, pourquoi les remakes échouent-ils la plupart du temps? Parce qu'ils copient l'original sans essayer de comprendre, parce que ils essayent de trop américaniser le truc, parce que au bout d'un moment il y a un ras-le-bol général, il y a plein de raisons. Parce que souvent ce n'est pas une passion d'artiste qui... Ah oui, et il y a aussi le truc de c'est soit trop comme l'original ou soit pas assez comme l'original, et le public est casse-couille des fois, on va pas se mentir. Les anime, mais une passion corporate. Si vous comprenez l'anglais et voulez en savoir plus sur l'entropie qui paralyse le cinéma actuel, je vous reconseille l'excellente vidéo de Like Stories of Old sur la marvelisation du cinéma.
Quel que soit l'état de l'industrie, le futur artistique appartient bien aux œuvres originales. Pas au remake ni aux sirènes trompeuses de l'IA. Comment transposer ça au commercial? Eh bien, en attendant et en espérant que les scénaristes parviennent à retrouver le pouvoir que les studios leur ont enlevé à l'ère du streaming et des franchises, nous pouvons sortir de notre zone de confort. Boycotter les remakes et les franchises est tentant, mais avant de foutre la merde dans les studios, ça foutra en premier la merde chez les créatifs. Et c'est toujours ça le problème, c'est toujours que peu importe ce que tu fais, la plupart du temps, ils sont pas cons les studios. C'est d'abord les petits employés qui vont payer, c'est ça le problème. Sur ça, malheureusement, la chose, c'est que, genre, quand il y a un problème avec la SNCF, tu peux pas engueuler les décideurs. Tu vas engueuler le petit mec qui est à la gare pour te renseigner alors qu'il y est pour rien, le gars. Malheureusement, il y a que lui. Le faites pas, hein, c'est vraiment pas cool pour eux, ils y sont pour rien. Alors le mieux est sans doute de donner plus de notre temps et de notre argent à des œuvres originales qui en vaillent la peine et en parler autour de nous. Le bouche à oreille, le sleeper hit, existe toujours. Même une petite niche soutenant vaillamment la flamme de l'œuvre qu'elle aime et décortique peut transformer la niche en succès général. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, hein. Regardez, il a montré très justement Star Trek, mais même sans parler de Star Trek, Doctor Who qui est c'est un truc de niche entre guillemets états-unien justement non, anglais à la base, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ouais, parler de, il a raison, hein, parler de ce qu'on aime, parler des trucs qui sont intéressants et qui sont pertinents à voir, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, bah comme tout en fait, hein, les décideurs, les boîtes de prod, les entreprises, les actionnaires, ils changeront rien par amour de l'art, par amour de produits, par amour de l'éthique. S'ils changent des trucs, c'est juste parce que, ça leur apportera plus d'argent comme ça. Ou ils en prendront moins, au choix. Tout va bien.